à nos collègues qui vont évoquer le lutécium PSMA. Alors du coup, donc Claire, Bérangère, Sophie, je ne sais pas qui souhaite prendre la main. Ok. C'est moi qui commence normalement. Nicolas, voulait pas faire un petit mot avant? Oui, Nicolas. Pardon. Du coup, peut-être commencer directement. C'était juste pour vous présenter et expliquer le contexte, que c'était un bilan d'utilisation du lutécium PSMA à 1 an, c'est-à-dire du premier radiopharmaceutique thérapie de nouvelle génération, avec une assise de patients un peu large et une rupture presque dès le démarrage de l'activité. Donc, c'est ce que tu vas nous expliquer dans ta présentation. D'accord, merci. Allez. Vous voyez mon écran? Oui, on le voit bien. Oui, c'est bon. Ok, super, je vais mettre en plein écran. Ok. Alors moi, je vais vous présenter un retour d'expérience en fait sur les difficultés d'approvisionnement du lutécium PSMA pendant l'été 2022. Donc c'est un retour d'expérience, c'est pas, on n'a pas la procédure à suivre idéale. Il y a des choses qui se sont bien passées, d'autres peut-être pas forcément de manière optimale. Mais bon, je vais vous présenter ce qui s'est passé cet été. Donc, je vous représente le contexte. Le lutécium PSMA 617 commercialisé par 3A Novartis, donc le seul site de production mondiale de cette spécialité est à Ivrea en Italie. Donc vous connaissez sûrement aussi le site de Saragosse qui fait également d'autres produits lutéciés comme le Lutathera, pardon. Le PSMA lutécié peut être fait que sur le site d'Ivrea et non pas sur le site de Saragosse. Donc pour la chronologie, en fait, en décembre 2021, le PSMA 617 marqué au lutécium 177 de 3A Novartis a obtenu le statut d'ATU de cohorte. En mai 2022, a été annoncé un arrêt de production temporaire dû à une contamination sur le site de production. Finalement, cet arrêt de production a été assez temporaire, réduit, parce qu'au bout d'un mois, en juin 2022, il y a une reprise de la production, mais à capacité réduite. À ce même moment, donc en juin 2022, il y a eu une publication de recommandations de priorisation de patients publiée par la SFMN. Et le 23 juin 2022, on a eu une réunion commune avec l'ANSM, le laboratoire donc 3A, et deux sociétés savantes, la SFMN et la SOFRA. Et finalement, ce qui en est sorti, c'est que l'industriel avait pour obligation d'avoir une transparence des informations transmises, des informations de capacité de production, et qu'il fallait qu'on travaille conjointement pour organiser la priorisation de l'accessibilité au traitement. En juillet 2022 a été donc mis en place une clé de répartition géographique pour la distribution de ces traitements. Et donc, cette clé de répartition a été effective jusqu'en septembre. Donc, entre juin et septembre, on a eu une augmentation progressive des capacités de production de ce lutécium PSMA. Donc, comment s'est passée l'organisation ? On a été organisé avec un comité de pilotage qui était composé d'une personne de la SOFRA, de 2 personnes de la SFMN et 2 personnes qui représentaient l'industriel 3A. Et ce comité de pilotage se réunissait de manière hebdomadaire tous les vendredis à 11h30 pour faire remonter les problèmes d'organisation au niveau des centres et pour diffuser les informations de capacité de production pour les semaines suivantes. Ensuite, au niveau régional, il y avait des comités opérationnels régionaux qui étaient composés d'un binôme médecin nucléaire radiopharmacien pour compiler les demandes de chaque centre et vérifier l'adéquation entre la clé de répartition et les besoins des services. Et enfin, au niveau des centres de médecine nucléaire, on avait des binômes radiopharmaciens-médecins pour faire le listing des patients à traiter et hiérarchiser en fonction des critères cliniques. Alors ça, c'était l'organisation théorique. Au niveau pratique, on a rencontré quelques difficultés, notamment des difficultés de communication et d'identification de ces interlocuteurs.
Donc, quels sont les axes d'amélioration pour ne pas reproduire les mêmes erreurs si d'autres crises d'approvisionnement apparaissaient? Au niveau de la commission thématique thérapie, on a mis une enquête en place pour répertorier, faire une cartographie nationale des activités de thérapie dans les centres pour avoir un listing de contacts à contacter en cas de souci. Alors, la clé de répartition, à quoi elle ressemblait? Donc, je vous l'ai remise. Donc, cette clé de répartition, elle prenait en compte les consommations antérieures de PSMA-Lutetier, donc avant l'arrêt de production. Elle prenait en compte les proportions de la population française au sein des régions et elle avait fixé un minimum de 1 traitement par semaine par région. Cette grille a été élaborée par l'industriel 3A Novartis, puis a été validée par la NSM et diffusée par les sociétés savantes, donc la SFMN et la Sopra. Cette grille, elle avait pour vocation d'être évolutive et prenait en compte une production minimale, une prévision de production minimale, et donc elle pouvait évoluer avec des traitements supplémentaires disponibles par semaine. Ici, les difficultés qu'on a rencontrées, c'était la transparence des informations fournies par l'industriel 3A Novartis. C'est pour cela qu'on a mis en place, encore au sein de la commission thématique thérapie, d'une enquête pour connaître l'adéquation entre les besoins des services et la capacité de production hebdomadaire. En fait, quand on parle de transparence des informations, c'est-à-dire que régulièrement des des flacons de Lutathera étaient supplémentaires à la capacité de production étaient produits et on ne connaissait pas exactement les règles de répartition de ces doses supplémentaires. Donc, les différentes enquêtes qu'on a menées au sein de la Sopra et de la commission thématique thérapie, on a fait trois enquêtes différentes. Une première qui servait pour faire un état des lieux des besoins en lutécium PSMA, donc une photographie au départ. Donc, je vous ai mis ici l'infolettre qui avait été diffusée à cette époque. Donc, il y avait eu 26 consommateurs identifiés par Novartis 3A et on a reçu à cette enquête que 65% de réponses. Donc, on voyait mois par mois les patients qui étaient déjà en cours de traitement et les patients qui étaient en attente de traitement. Donc, en plus, on avait un effet rebond suite à l'arrêt de production, donc le mois de mai, pendant lequel il n'y avait pas eu du tout de traitement. Donc, on avait un rebond des demandes juste après. Et on avait identifié sur ces 26 consommateurs 3 centres qui avaient déjà leur DME validé pour pouvoir switcher certains patients en PSMA 1 marqué au lutécium 177. Ensuite, on a fait une autre enquête pour reconnaître l'adéquation des besoins des centres avec la production par 3A Novartis. Donc, je vous ai mis ici une capture d'écran de ce qu'on avait mis en place. Donc, en fait, on demandait aux centres consommateurs de lutécium PSMA de nous mettre les besoins en poursuite de traitement ou en initiation de traitement pour leurs patients. Et on essayait de voir si ça collait avec la clé de répartition et la capacité de production de 3A. Et enfin, on a voulu également mettre en place une enquête pour les intentions de traitement pour en fait mettre le doigt sur les efforts de limitation de demande que faisaient les centres de médecine nucléaire en ce qui concernait le lutécium PSMA. Parce que, pour comparer les dires de l'industriel qui déclarait pouvoir fournir toutes les demandes faites par les centres et tous les centres qui souffraient à limiter leurs demandes. Donc là, les difficultés qu'on a rencontrées, c'était l'exhaustivité des informations recueillies. En fait, sur les 26 centres identifiés, on n'a eu que 65% de réponses. Donc, on a essayé de solliciter les médecins nucléaires via la SFMN et les pharmaciens via la Sopra pour le remplissage des différentes enquêtes. Et on a eu des difficultés également pour la méthodologie pour identifier les besoins et les intentions de traitement. Alors pour ça, pareil, on a essayé de demander l'aide des médecins nucléaires via la SFMN pour répertorier ces données au niveau des RCP. Et donc ça nous aurait permis, si on avait eu toutes ces intentions de traitement, de voir les tendances de montée en charge des traitements au lutécium PSMA et de pouvoir prévoir, d'anticiper au plus possible les besoins.
Donc, les leçons qu'on a tirées de cette pénurie et de cette organisation, c'est qu'il fallait être très réactif, mener des actions rapides, d'où la nécessité d'une anticipation de la programmation des traitements. Alors, c'était assez tendance. En fait, nous, on nous demandait d'anticiper au maximum la programmation des traitements pour pouvoir, pour que l'industriel puisse prévoir ses productions, alors qu'on avait les données que semaine par semaine sur le nombre de traitements disponibles la semaine suivante. Donc, on a également mis en place des clés de répartition, une clé de répartition pour éviter toute inégalité d'approvisionnement au niveau régional, enfin au niveau national. Une autre leçon qu'on en a tirée, c'est qu'il fallait que la communication était très importante, notamment la communication intercentre pour répartir selon des critères cliniques les traitements disponibles et non pas au premier demandeur, enfin le premier qui demande, le premier qui obtient ce qu'il veut. Et enfin, la dernière leçon, c'était que il était nécessaire de trouver des alternatives permettant de s'affranchir d'un monopole d'approvisionnement, notamment d'un monopole industriel, d'où la nécessité, enfin l'utilité des centres qui avaient déjà leur DME pour le PSMA 1 marqué au lutetium 177 déjà validé pour la gestion de cette crise. Voilà, je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je laisse la main